À la une ce soir, les négociations entre le collectif pour la Guyane décollées. Les ministres de l'Outre-mer et de l'Intérieur ont commencé aujourd'hui. Le démarrage a été difficile, mais la plateforme de revendication a pu être présentée. Nous ferons le point dès le début de notre édition. 2016 a été une année de belles prises pour la douane de Martinique. 556 millions d'euros de marchandises ont été saisis. Le bilan est meilleur que celui de l'année précédente. François Fillon à la rencontre des ultramarins de l'Hexagone. Le candidat à la présidentielle s'est positionné sur la crise sociale guyanaise en assurant qu'il ferait mieux s'il était élu. Et puis les violences et discriminations entre les filles et les garçons ont été mises en scène aujourd'hui par une centaine de lycéens. Objectif dénoncer des situations trop fréquentes dans nos territoires ultramarins. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite en Guyane avec les négociations entre le collectif pour la Guyane décollée et les ministres qui ont enfin commencé aujourd'hui. Le démarrage a été plutôt compliqué après une longue attente pour décider de la présence ou non des médias lors des échanges. Les Guyanais se sont déplacés en masse à la préfecture de Cayenne pour soutenir leur collectif. Voyez le reportage de Natacha Maltaverne et de Jonathan Larieux. Pour en arriver là, autour de la table de négociation, il a fallu des heures de discussion, de l'énervement et une bonne dose de détermination. Pendant de longues heures, ce matin, la délégation des ministres et les collectifs sont jaugés, affichant chacun ses conditions pour la mise en place des discussions. Devant le statu quo, l'association des maires s'est érigée en médiateur, un rôle pas toujours apprécié par les manifestants. J'étais en réunion avec les maires de Guyane. Nous avons pris des décisions, c'est-à-dire qu'on demande aux ministres d'accepter les médias en toute transparence. Rien à cacher, parce que nous sommes inquiets pour notre population. On voit bien que la mayonnaise monte et que je pense qu'il ne faut pas, c'est un signe de provocation quelque part. Il faut désamorcer. On est dans une paralysie du pays et je crois qu'aujourd'hui il faut se montrer intelligent, il faut se montrer ouvert et c'est ce que je suis venue voir avec eux. Finalement, les deux parties s'accordent à laisser la presse assister aux premiers instants des échanges. On va commencer les discussions. Et pourquoi pas négociation? Discussion. Non mais pourquoi pas négociation? Parce qu'on va d'abord écouter ce qu'ils ont à dire. Ils ont des propositions à nous faire, on va les écouter et après on va voir. Finalement, vous acceptez que les médias n'y soient pas. Les médias seront là au début, après ils sortiront et ils feront un point presse. C'est le consensus trouvé. Après plus d'une heure de discussion, au cours de laquelle le cahier de revendications a été remis au ministre, le collectif est ressorti satisfait de la préfecture. Victoire, non, on sait on est conscient qu'on n'a rien du tout. Si vous voulez parler d'une victoire, ce serait peut-être de dire qu'on fait plier les représentants de l'État sur nos demandes. Le plus important était de faire participer le peuple. C'est pour ça qu'on a insisté que tous les médias puissent être présents à l'intérieur. La population a demandé à savoir, avoir connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça a été le premier point bloquant de la journée. Le cahier de revendication, ils l'ont déjà. Ce qu'ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas, non, ça ils l'avaient déjà. Les revendications, on n'a rien inventé, elles existent déjà depuis des années. Il y a des revendications qui sont là depuis 1955, donc ce sont des choses connues. On n'a rien inventé en 2017. Donc ils l'avaient, ils ont voulu jouer encore avec nous à faire comme s'ils ne l'avaient pas, mais ouais, nous ne sommes pas dupes. Alors que le collectif avait demandé des réponses aux revendications sous 48 heures, les ministres se sont engagés à répondre dès demain. En attendant, les barrages restent en place. Et outre ce rendez-vous crucial en préfecture, la mobilisation n'a pas faibli dans le reste du territoire. Les barrages au rond-point notamment ont été renforcés pour maintenir une certaine pression sur les négociations. Aujourd'hui donc, aucune faveur n'était admise. Seuls les services de santé ont pu franchir ces points d'accès. Exemple au carrefour de Suzini avec Ayodele-Germain. Aujourd'hui, seuls quelques militants veillent sur ce barrage. Les autres se sont rendus en préfecture pour soutenir les représentants des collectifs en négociation avec la délégation ministérielle. Mais ceux qui sont restés ici ne perdent pas une miette de l'évolution de la situation. Bon, à ce que je vois là, les ministres ne veulent pas que les journalistes rentrent. Mais bon, si c'est comme ça, on attend. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Nous sommes toujours dans l'attente de vraies réponses. Dans ce rond-point, quelques automobilistes sont autorisés à traverser. Au compte-gouttes, ont le feu vert des grévistes, ceux qui souhaitent se rendre en préfecture.
Je pense, mais ça ne tient qu'à moi, je pense qu'ils ne nous prennent pas encore au sérieux. Donc c'est pour cela que nous restons mobilisés. Et je pense qu'on va encore durcir. À peine arrivés, ils disent qu'ils n'ont que 48 heures et ils repartent. Pour moi, on ne peut pas régler une telle situation en si peu de temps. Au rond-point de Suzini, le siège est tenu depuis jeudi dernier. Le passage des automobilistes est soigneusement filtré entre les routes de Rémire, de Baduel et de Montabo, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est pas facile sur les barrages de rester sur les barrages jour et nuit. Et puis veiller, c'est compliqué, c'est compliqué. Pas trop d'incidents, mais juste des paroles, peut-être un peu d'insultes. Mais bon, on reste un peu zen. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir satisfaction. Donc il faut rester zen. D'autres viennent ponctuellement apporter leur soutien. Chacun, à son niveau, se sont concernés par les revendications des différents collectifs. Dès qu'on a quelque chose, un sac ou des bijoux, ça ne nous appartient plus. Alors c'est admissible dans ce pays-là. On ne peut pas bien vivre. Ce barrage, ainsi que les autres, restent fermés dans l'attente de l'issue des négociations. Une mobilisation suivie de près par les organisations syndicales guadeloupéennes. Un grand meeting est d'ailleurs en préparation sur place pour mobiliser les troupes. Voyez les précisions de nos collègues d'ATV Guadeloupe. Problèmes d'insécurité, du chômage de masse, cherté de la vie, enseignement fragile et autres difficultés. En Guyane, similaire en Guadeloupe, qu'a soulevé l'intersyndicale locale, l'appel à la solidarité au mouvement guyanais est lancé. Que ce soit au niveau de l'éducation, la santé, le transport, problème à de l'eau, problème à déchets, c'est même bitin là. Donc c'est pour ça qu'avec l'ensemble des organisations syndicales, nous appelons à un premier meeting d'information et à mettre nous en branle pour faire un programme de revendication et puis passer à l'offensive. Parce que aujourd'hui là, nous avons estimé que la crise là qui a passé en Guyane, c'est une crise du système colonial et que, comme on dit dans l'intervention, la colonie n'a pas une vocation à développer, mais à servir intérêt à la France, à la métropole, comme on a dit. Donc c'est pour ça que nous, GTG, nous avons porté toute force en nous dans le combat là, ça, pour défendre intérêt, droit à travailler Guadeloupe et à travers défense à droit à travailler et peuple Guadeloupe, c'est tout travailler et notamment travailler et peuple Guyane que nous avons défendre. Dans le concert de soutien à la mobilisation en Guyane, un étonne l'intersyndicale qui n'hésite pas à le qualifier de suspicieux, celui du ralliement du MEDEF, qui pourrait, selon elle, remettre en cause les droits et garanties sociales. En zone franche globale, c'est un bitin qui est très simple. C'est une zone de non-droit du travail. C'est une zone économique avec dérogation que Yokabayo a dans l'application des conventions collectives, dans l'application du droit du travail. Donc ça veut dire un espace de régression sociale. Donc c'est pour ça que nous alertons camarades guyanais à nous pour nous dire attention, bitin là ça, peut-être il a clairé quand il a dit ici dans Zéla avec Verni mais pas bon viande. Donc c'est pour ça que nous alertons aussi ça et que nous avons dit à nos communiqués nous que nous avons voyé force mais que nous avons dénoncé tentative là ça parce que l'État et le MEDEF ils ont envie de faire en sorte de mettre toute Guadeloupe, Martinique et Guyane en zone franche, de façon à ce qu'ils exonéré totalement des charges sociales et fiscales, et même qu'ils prennent en charge en certaines parties du salaire. Et pendant 6 ans, pas ni droit syndical. C'est la répression anti-syndicale, pas ni convention collective, pas ni négociation collective. Un meeting sera tenu mercredi prochain devant le palais de la Mutualité pour préparer la mobilisation et fédérer les énergies. De retour en Martinique, nous vous en parlions hier soir. Le procès d'Hervé Deluge a eu lieu hier après-midi au tribunal correctionnel de Fort-de-France. 18 mois de prison avec sursis, une obligation de soins, 150 € d'amende et une interdiction de passer le permis pendant 1 an ont été requis à l'encontre de l'artiste. Son avocat, maître Georges-Emmanuel Germani, a quant à lui demandé la relaxe pour une partie des faits qui sont reprochés au comédien. Le verdict est attendu le 13 avril prochain. 556 millions d'euros de marchandises ont été récoltés l'année dernière par la douane martiniquaise. Le bilan 2016 des douanes de Martinique a été présenté ce matin. Les résultats sont positifs avec une hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Parmi les saisies, 2,7 tonnes de drogue ont été interceptées en 2016, soit près de 36 millions d'euros. Le trafic de stupéfiants est en première position des fraudes enregistrées. Voyez les précisions du directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François.
Probablement, effectivement, y a-t-il une alerte en matière de trafic et d'importance du trafic qui se développe dans l'arc caribéen. Il y a aussi l'efficacité des services, on l'a démontré avec l'équipe de France, avec les forces armées, avec l'Octrice, les services de police, de gendarmerie, l'autorité judiciaire. Le plus important, ce sont effectivement les saisies de stupéfiants qui sont en hausse très nette par rapport à l'année précédente, qui se décompose en fait en deux grandes parties. Le trafic de cocaïne que nous connaissions déjà, soit au large avec les moyens aéromaritimes des douanes, soit dans le trafic interilles ou à l'aéroport. Et maintenant, nous voyons arriver de plus en plus la résine de cannabis qui vient de l'Europe, de métropole, et qui inonde le marché martiniquais. Les recettes des saisies douanières, elles sont judiciarisées, c'est-à-dire que l'ensemble des fonds qui peuvent être, ou des patrimoines qui peuvent être confisqués par l'administration des douanes à l'issue des saisies douanières qui sont faites, ou dans le cadre de l'enquête judiciaire, ça va à une agence spécialisée qui gère les avoirs criminels saisis. Et ensuite, c'est vendu aux enchères et les fonds sont répartis, rentrent dans le cadre du budget de l'État. En bref, 4 lycéens ont été percutés par une voiture à Bellevue au niveau de l'avenue France-Fanon alors qu'ils tentaient de traverser un passage piéton. Une jeune fille de 18 ans et un jeune homme de 20 ans ont été touchés de plein fouet par le véhicule. Ils souffrent tous les deux de blessures aux jambes et la jeune fille a été touchée au cervical. 2 autres élèves également présents sur place souffrent de blessures plus légères. Ils ont tous les 4 été transportés au CHU de Fort-de-France. Le conducteur du véhicule contrôlé négatif au test d'alcoolémie sera entendu très prochainement par la brigade accident de la police nationale de Fort-de-France. Au chapitre politique, Noupepla a organisé une conférence de presse ce matin pour faire part une nouvelle fois de son opposition à la construction de l'usine Albioma à Trinité. Le projet est jugé dangereux et non conforme par les militants. L'action de Noupepla est conjointe à celle de la Sopamar qui, vous le savez, a intenté une action en justice. Voyez les précisions du porte-parole de l'organisation politique Noupepla qui s'exprime face à la caméra de Loïc Régis. C'est une piqûre de rappel face au projet Albioma, parce qu'il y a quand même en appel le dossier du recours qu'a fait la Sopamar, en sachant que la Sopamar a gagné en première instance parce qu'elle a obtenu l'annulation de l'autorisation d'exploiter d'Albioma, et Albioma ayant fait appel, donc ce dossier passe en appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Donc il est important d'appeler les Martiniquaises et les Martiniquais à se mobiliser, ceux qui vivent ici évidemment, mais ceux qui vivent en France et singulièrement à Bordeaux, et on sait qu'ils sont nombreux, à se mobiliser autour de la délégation de la Sopamar qui sera présente pour exprimer auprès de la Cour administrative d'appel notre détermination à voir ce projet arrêté complètement. Et puis interpeller aussi le gouvernement français sur sa cohérence. Parce que Madame la ministre de l'écologie qui nous explique que ce projet n'est pas bon à Marie-Galante et qu'il est bon en Martinique. Alors, ce qui n'est pas bon pour la Marie-Galante maintenant est bon pour la Martinique. Mais nous en savons quelque chose. S'il n'est pas bon pour Marie-Galante, c'est parce que les élus marie-galantais, notamment, et les citoyens de Marie-Galante et de Guadeloupe, ont su se mobiliser pour faire échouer le projet Albioma. Politique toujours, les ultramarins de l'Hexagone ont rencontré François Fillon. Le candidat à la présidentielle a reçu quelques soutiens dans son QG pour présenter son programme. Bien évidemment, la situation sociale de la Guyane a été évoquée. Le candidat de la droite a pointé du doigt la politique des socialistes en assurant qu'il ferait mieux s'il était élu. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. La réunion a été organisée en une semaine, au premier rang des têtes d'affiche de la communauté ultramarine parisienne, puis quelques fidèles militants venus garnir les rangs et enfin évidemment des ultramarins vivant en hexagone invités par l'équipe du candidat qui lui a tout de suite attaqué le bilan du quinquennat. Les ministres parcourent ces jours-ci les outre-mer, stylo et carnet de chèques à la main. Le président Hollande multiplie à quelques semaines de la fin de son mandat les initiatives, mais tout ça, ce ne sont que des chèques en bois, destinés à masquer une vérité. Cette vérité, c'est que les socialistes ont beaucoup promis, mais qu'ils ont très peu agi outre-mer. Des propos qui font mouche, notamment lorsque le candidat évoque une aide accrue à la continuité territoriale. Nous attendons qu'on s'occupe plus de nous. C'est vrai que là, il parle beaucoup des outre-mer. On ne sait pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Là. En tout cas, vous voterez pour lui, c'est sûr. Je ne sais pas encore. Ces Martiniquais sont sûrs, eux, de voter pour lui. J'ai eu la sensation d'un candidat à l'écoute,
connaissant les problématiques des ultramarins, à l'écoute, avec une vraie volonté d'assurer une continuité territoriale. Et c'est chose qui manifestement a fait défaut par le passé. Actualité oblige, François Fillon a évoqué la situation en Guyane sans pour autant jeter de l'huile sur le feu. Un discours cohérent pour cette Guyanaise. Il promet, pas plus que les autres, parce qu'il n'a pas fait de la surenchère, pas moins non plus, parce qu'il ne peut pas promettre moins. Mais on espère qu'il fera plus. Il a voulu tenir un discours en responsabilité, à faire également un appel au calme, tout en rappelant que la Guyane, comme Mayotte d'ailleurs, est un territoire qui a vraiment besoin de la République. S'il est élu, a néanmoins promis le candidat, il enverra tout de suite son Premier ministre en Guyane pour signer ce qu'il considère le vrai pacte d'avenir. Les violences et discriminations entre les filles et les garçons, une problématique sur laquelle se sont penchés aujourd'hui 152 élèves de 4 lycées. Le projet est parti du constat que les violences envers les femmes sont plus fréquentes dans nos territoires ultramarins. Ce matin, les classes ont à tour de rôle présenté leur composition théâtrale ou en chanson pour dénoncer les discriminations. Alizé Lutran et Michelet François étaient sur place. Regardez. Donne-moi ton numéro parce que tu vois, tu es bonne. Femme-là tous. C'est avec des paroles et des gestes volontairement crus que les élèves ont mis en scène les situations parfois dégradantes que les jeunes filles subissent. Dans les rues et tout, on va nous siffler, on va nous dire oui, ah ouais t'es bonne et tout, et donc on va le vivre mal, même si on sourit à tout ça. On est trop sauvages, nous les garçons, donc ça nous pousse à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Quand on est au primaire, on n'a pas cette notion de différence, et cette notion de différence s'applique quand on commence à avoir des changements physiques notamment. Donc au collège, par rapport ne serait-ce qu'au sexe, ou par rapport à sa couleur de peau. Une prise de conscience que l'on tente d'inculquer dès les bancs de l'école, une initiative fortement encouragée par les professeurs. Vous savez, l'actualité martiniquaise révèle des faits divers assez tragiques. Et les jeunes ne sont pas insensibles à ces faits divers. Donc il n'a pas été trop difficile de les intéresser à ce projet. D'abord d'une façon ludique. Il y avait les élèves aiment lire. Ce sont des jeunes, mais ils aiment lire. Ils ont compris aussi qu'ils étaient les acteurs de la société de demain. Et qu'il fallait s'y préparer dès maintenant. Un projet financé par l'État et l'Europe, relayé dans nos lycées par l'association Sansevieria. Objectif, endiguer les discriminations dès le plus jeune âge pour plus tard prévenir les violences morales, physiques ou verbales. Il y a des activités, les garçons vous disent, madame, on fait parce que c'est obligatoire. Mais enfin, un garçon qui fait du step, on ne voudrait pas. Et donc, c'était tout un travail de déconstruire ces choses-là, pour leur montrer qu'en fait, non, un comportement qui a l'air d'être, je dirais, naturel et normal, non. Derrière, il y a un tas de une série d'éléments qui ne sont pas acceptables. Et ça les fait réfléchir. Hein. Ça ne changera pas tout de suite. Mais nous avons planté une graine. Voilà. Le message semble d'ores et déjà avoir été entendu par certains élèves. Avant d'avoir fait ce projet, la relation fille-garçon, il y avait des mots qu'on disait tous les jours et on ne se rendait pas compte de la gravité que ça faisait, surtout aux filles par exemple. Et ça nous a appris ce projet à comprendre les différences, à ne pas juger tout de suite, trop rapidement la personne en face de soi. 3 années de réflexion et de prévention autour des violences et des clivages hommes-femmes. Si le projet porte ses fruits chez nous, il pourrait être instauré dans d'autres régions ultramarines. Les associations Lianage Autisme et Diapason ont présenté en conférence de presse leur programme pour sensibiliser le public sur l'autisme. En partenariat avec le Rotary Club de Fort-de-France, ils proposeront un débat et un concert à l'espace Sonate ce samedi 1er avril. Un moyen d'alerter le grand public sur les difficultés rencontrées par les familles. En Martinique, on estime que près de 2500 personnes sont atteintes de ce trouble du comportement. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Un peu de marquer un temps très fort avec ce concert de jeunes enfants, encadré par des artistes prestigieux.
Et puis c'est un moment de regroupement qui permet à ce moment-là un petit peu de penser à nouveau à ce qu'est la problématique de l'autisme et puis plus singulièrement ici sur nos préoccupations en Martinique. Donc nous allons faire une petite intervention un petit peu au début du spectacle. Il existe des prises en charge à partir de l'âge du diagnostic, on est sur à peu près 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à peu près 20 ans avec un nombre de places relativement limité. Et après 20 ans, c'est un peu le désert. Donc là, on a un chantier énorme à la fois à défricher, mais à trouver des solutions réelles de prise en charge pour les plus de 20 ans. Donc il y a 35 places dans une maison d'accueil spécialisée, mais toutes ces places sont actuellement occupées par des adultes autistes. Et donc on doit à nouveau réfléchir. Nous, on a au sein de notre association Lienage Autisme de vraies pistes de solutions. Il y a l'aménagement notamment de dispositifs prévus, comme le service à la personne, pour permettre aux parents d'avoir la présence de quelqu'un de compétent qui viendrait à domicile, mais aussi d'organiser des activités en dehors donc du domicile. Autre conférence de presse organisée cette fois-ci par la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique. Comme les 9 autres organisations syndicales de l'Hexagone, les membres ont tenu à dénoncer les problématiques de cette population. Leur pouvoir d'achat aurait considérablement diminué sur les 20 dernières années. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. On ne manifeste pas, c'est parce que depuis plusieurs années, on a du mal à mobiliser. Peut-être qu'un bon nombre de retraités sont fatalistes et considèrent que leur situation est irrémédiable, mais ce n'est pas ce que nous pensons. Première revendication, c'est la revalorisation du pouvoir d'achat, puisque les retraites, depuis 2013, nous n'avons pas eu de revalorisation digne de ce nom. En 2015, au 1er octobre, en octobre 2015, on a eu 0,1%, ce qui représente 1 euro par tranche de 1 000 € de pension, ce qui est vraiment une aumône, pour ne pas dire plus. Voilà. Entre-temps, au point de vue de la protection sociale, il y a des déremboursements, des complémentaires qui sont plus chers, des tarifs qui fonctionnent surtout ce qu'on appelle la tarification à l'âge, c'est-à-dire plus on est âgé maintenant, plus on va payer cher la complémentaire, ce qui fait qu'un bon nombre de retraités n'a pas les moyens de se payer une complémentaire. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du nouveau matériel reçu par les pompiers de Martinique. 1 an après leur mobilisation pour avoir plus de moyens, ils ont pu tester leur nouveau véhicule. Nous parlerons sport également avec la 8e édition du Critérium des quartiers du Lamentin qui débute ce soir. C'est du cyclisme. Et puis, dans notre JT des communes, Hubert Bornil vous présentera le dernier ouvrage de Maurice Moreton avec pour titre « Éclopé martiniquais de la prostate ». Parlons tout de suite de cette bonne nouvelle pour les pompiers de Martinique. Du nouveau matériel tout beau, tout neuf a été reçu par le SDIS. Un véhicule de secours routier, 3 voitures. L'année dernière, à la même période, ils se mobilisaient pour réclamer de nouveaux moyens. Aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause. Frédéric Mazy a assisté au premier test. Regardez. Tu as environ 40 cm. Mais si tu veux, je peux faire une approche fine. À 30 mètres du sol, ce pompier teste les capacités de la nouvelle échelle du SDIS. Ce nouvel outil se met en place en moins de 5 minutes, montre en main. Il est également plus performant que l'ancien modèle. Avant, on ne pouvait pas faire des extractions de personnes par l'extérieur sur un immeuble de grande hauteur. Au sol, c'est Sylvain qui gère les commandes. La nouvelle échelle allie électronique et technique. Pour prendre en main ce matériel flambant neuf, chaque sapeur-pompier a dû suivre une formation. Avec le bois articulé, donc si on a un bâtiment où on a accès sur le toit, on peut poser la plateforme directement sur le toit du bâtiment. On peut également aussi utiliser de l'éclairage. Elle peut nous permettre d'éclairer un site avec cette échelle, puisque nous avons pas mal de projecteurs dessus. Plus d'1,5 million d'euros ont été investis pour renouveler la flotte des soldats du feu. Ils possèdent dorénavant ce qui se fait de mieux dans le domaine. Oui, ça ce sont des pinces coupantes, capables de couper les tôles les plus épaisses, donc des véhicules, voire même des camions. Donc elles sont reliées à un groupe hydraulique et elles peuvent donc couper des portières, couper un volant, des pédales, etc. Premier spectateur du déploiement de ce nouvel équipement, les habitants de Gaudissart. Ils immortalisent l'exercice. Ça me rassure qu'ils ont des trucs neufs, des camions neufs, des matériels pour travailler. C'est une bonne chose. C'est actif, c'est même très actif parce qu'en fait, nous voyons ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent notre sécurité.
Des équipements que réclament les pompiers depuis bien longtemps. Une satisfaction donc, mais qui ne parviendra pas à combler les besoins des Martiniquais au quotidien. Il est évident que nous devons faire de gros efforts sur les engins de secours aux personnes, qu'on appelle les VSAV, puisque nous avons comme activité carrément 80% d'activités de secours à personnes, qui nécessitent donc des ambulances qui soient à jour. En principe, on devrait les changer tous les 5 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 4 véhicules de ce type seront livrés le mois prochain et 2 autres avant la fin de l'année. Les auteurs de Martinique à la rencontre des lecteurs. Un rendez-vous inédit qui sera proposé à partir de demain sur l'esplanade du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. Pour en parler, nous recevons la co-organisatrice de l'événement, historienne et écrivaine Sabine Andrivon-Milton. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le rendez-vous est prévu sur 2 jours avec 42 écrivains, tous styles confondus. Expliquez-nous déjà quels seront les temps forts. Alors déjà, le grand temps fort, c'est de se rencontrer. Parce que là, il n'y a aucun endroit où on peut se rencontrer, discuter, échanger de notre parcours d'écrivain. Et là, c'est le premier temps fort. Donc déjà, ce soir, nous avons une réunion. Et donc demain, sur 2 jours, nous allons donc se rencontrer encore une fois, mais aussi nous allons proposer de l'animation. Donc en matinée d'animation jeunesse, autour des ouvrages d'auteurs qui écrivent donc, des contes pour la jeunesse. Et l'après-midi, nous avons fait plusieurs thématiques, notamment autour donc, des personnes qui ont eu des handicaps et qui ont écrit à travers leur expérience, des personnes qui ont écrit aussi sur des personnages de notre histoire. Donc ça, c'est le grand temps fort de demain. Et pour samedi, nous avons une table ronde pour expliquer comment on passe du manuscrit au livre. Ça va intéresser beaucoup de monde, puisque jusqu'à présent, le livre, ça reste un mystère pour certaines personnes. Et après, nous allons clôturer par une parole libérée, où donc, parmi les auteurs, nous avons des slameurs, nous avons des personnes aussi qui vont lire des passages de leur ouvrage. Donc vraiment, tout un programme pour permettre au grand public de venir à la rencontre des auteurs qui en ont besoin aussi, parce qu'on n'a pas ce contact direct avec les lecteurs, hormis la librairie. Alors, visuellement, quel format ça va prendre? Ça sera des chapiteaux où vos lecteurs pourront vous rencontrer, s'asseoir? Tout à fait. Alors, nous avons, grâce à la mairie de Fort-de-France, obtenu donc l'esplanade de l'ancien hôtel de ville, sur lequel donc, des chapiteaux ont été installés. Et sous chaque chapiteau, il y aura 6 ou 7 auteurs qui seront en relation directe avec les lecteurs. Et un autre chapiteau où il y aura donc les animations. Alors, une occasion pour les écrivains de rencontrer leurs lecteurs, mais également peut-être les aspirants écrivains. Vous pourrez leur expliquer la réalité de votre métier. Il semble que c'est assez difficile d'écrire aujourd'hui en Martinique. Alors, c'est difficile, oui, c'est difficile, en Martinique ou ailleurs. Mais c'est vrai que ça va permettre de transmettre aux personnes qui viendront, qui ont envie aussi de se lancer et qui n'osent pas, de nous rencontrer, qu'on leur explique comment ça se passe. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on écrit? Alors, l'inspiration, il n'y a pas de souci, mais c'est après. C'est-à-dire la publication, trouver un éditeur, publier, de la distribution, ce sont vraiment des métiers à part entière. Et ça demande vraiment de l'investissement, du don de soi aussi, beaucoup de sacrifices. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, ça dépend de ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut écrire pour soi-même ou pour les autres? Ou alors, est-ce qu'on a envie aussi, donc, effectivement, pourquoi pas, que ça devienne un best-seller aussi. Alors, le Salon du Livre qui était proposé par l'ancienne mandature sous le format région n'existe plus. C'est un peu pour cela que vous avez organisé ce rendez-vous. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Alors, pas du tout, parce que c'est un besoin. Dès que nous avons une idée, parce que je ne suis pas seule, je suis avec Jala et Arlette Pujard, nous avons une idée et très vite, grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu réunir 42 auteurs sans publicité, sans faire quoi que ce soit. Parce que c'est un vrai besoin. Parce qu'on n'a pas de Salon du Livre en Martinique, on n'a plus. Je pense que c'est pour un manque, ça vous manque? C'est un manque, oui. C'est un manque parce qu'on a besoin d'espace où se rencontrer, où échanger, où pouvoir discuter entre nous. Et on s'est dit alors, ça y est, c'est pas la peine de nous attendre les personnes, il faut que nous prenions bagaille là par les cornes. Et on s'est lancé. Et heureusement pour nous, les auteurs n'attendaient que ça. Et c'est un mal pour un bien, puisque vous le mettez à votre sauce, le rendez-vous, finalement. Tout à fait, on fait quelque chose de très convivial. Alors, on ne l'appelle pas salon, parce qu'un salon, c'est vraiment quelque chose d'à part entière ou professionnel. C'est une rencontre. Et on veut que ce soit cet aspect convivial qui existe entre nous et les lecteurs qui pourront venir et poser des questions. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc, on rappelle que le rendez-vous est fixé à partir de demain jusqu'à samedi sur l'esplanade du théâtre Aimé Césaire. Et il y a aussi une dernière chose, on pense aussi renouveler l'opération dans les communes aussi, qui vont nous inviter. Donc, on lance un appel au maire des communes. C'est exactement ça. Très bien, merci à vous.
Place au sport avec du cyclisme maintenant. La 8e édition du Critérium des quartiers du Lamentin débute ce soir. Considérée comme l'un des temps forts de la saison, cette épreuve se terminera dimanche. Au programme 4 étapes, dont une de 2 tronçons avec des invités de Guadeloupe et de Bourg-en-Bresse. Présentation de Caril Chassol et de Loïc Régis. Qui succédera à Jocelyn Lampérière de Féroce? On le saura dimanche après-midi à l'issue de la 4e étape du Critérium des quartiers. Ils sont quelques-uns à prétendre à la victoire finale et parmi eux, une grosse équipe de Bourg-en-Bresse emmenée par Camille Chancrin. L'ancien coureur du Madina Bikers a remporté cette compétition en 2012 et 2013, ainsi que le Tour international cycliste de Martinique en 2013. À noter également la présence de formations de l'Île-Sœur ou encore celle des Vénézuéliens de la pédale pilotine. Il est venu avec une belle équipe, notamment avec, je pense, quand j'ai fait mon favori, Frédéric Bouin, quand même, qui était professionnel, qui a couru le Tour de France de 2015 et qui est revenu à Bourg-en-Bresse, qui était son club de formation. Et à la date d'aujourd'hui, il a déjà gagné 3 courses d'élite nationale en DNE. C'est quand même un client assez costaud. Et puis il est venu avec un autre, un Lituanais qui s'appelle Saviskas, quand même, qui est impressionnant, qui est palmarès, qui a gagné dimanche dernier la première manche de la Coupe de France de DN2. Je crois que ça va être intéressant. Et puis surtout, je viens d'apprendre que les Vénézuéliens, Salinas et Becerra se sont inscrits sur cette course. Je crois que ça a fait du beau monde avec les Guadeloupéens, avec Locatin. Au rayon parcours, outre la fameuse arrivée au sommet de Mont-de-l'Enfer lors de la 3e étape, la nouveauté, ce sera une incursion dans le nord lors de la 2e demain. Les gens du nord nous reprochaient de rester un petit peu trop au centre, pourquoi ne pas venir les voir. Et puis l'autre chose, nous avons le souci qu'il y a certains automobilistes qui disent que le vendredi après-midi ça gêne un peu. Alors on part au nord pour revenir, pour qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage sur le centre. Début des hostilités ce soir 20h30 avec un contre-la-montre de 3 km 200 au Lamentin. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec des images impressionnantes d'un camion toupie qui s'est renversé au quartier Belvédère-Didier ce midi à Fort-de-France. Les riverains ne peuvent pour l'heure accéder à leur domicile puisque l'enlèvement de l'engin prend beaucoup de temps. Le conducteur n'a pas été blessé mais choqué. De gros embouteillages sont encore en cours dans la zone. Les images nous ont été envoyées par un téléspectateur. Alors si vous aussi vous avez des informations à nous faire parvenir, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse info@wipa972.com. Éclopé martiniquais de la prostate, c'est le titre du 4e roman de Maurice Moreton. L'ancien infirmier qui a été frappé lui-même par la maladie traite de ce mal qui touche de très nombreux Martiniquais. Hubert Bornil et Loïc Régis l'ont rencontré. Regarde. Selon Maurice Moreton, la Martinique serait en alerte CP cancer de la prostate. Ce livre pose clairement le problème en appelant ça éclopé martiniquais de la prostate. Franchement, il est un peu difficile à lire au début, mais c'est toute la souffrance, tout ce que l'on peut endurer à travers cette maladie que l'on peut retrouver dans ce livre. Maurice Moreton, dit Momo, est un infirmier psychiatrique à la retraite. Ici, nous sommes devant la radiothérapie de Clarac. J'ai passé de longs moments, de durs moments, mais j'espère qu'après, tout ira mieux. En signant ce livre qui traite d'une maladie que l'on préfère ne pas évoquer, il cherche tout simplement à atteindre la conscience de nombre de Martiniquais effrayés à l'idée de consulter un médecin. Quand je retourne ici, à Clarac, en oncologie, je rencontre pas mal de gars que je connais. Et c'est là qu'on commence à discuter. Et un jour, j'arrive, je vois une jolie dame là, parce que même si tu n'as plus tout le bagage qu'il faut pour être un zaïeur du globe, tu ne perds pas quand même ton logos. Et je dis à une belle dame assise là, bonjour madame, je me présente, Maurice Moreton, je suis membre de l'EMP. Le titre est assez évocateur. Il y aurait donc de nombreux éclopés de la prostate chez nous, trop certainement. Je veux porter ma pierre quand même à l'édifice parce qu'il y a trop de monde qui n'est pas en pays, c'est pas possible, c'est une épidémie. Et quand je parle de cancer de la prostate, on peut aussi parler du cancer de l'intestin, du sein, etc. Nous sommes en danger, il faut en parler.
Notez bien le titre EMP, éclopé martiniquais de la prostate, Maurice Moreton, qui sera prochainement en dédicace à la librairie antillaise. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du magasin de la Grande Récré de 13h à 18h à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, l'équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Tché Pays. A tout de suite.